Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la cavité orale. Tout d'abord, la cavité orale est le segment initial du tube digestif. Il est situé entre le massif facial en haut et la mandibule en bas. Il présente à décrire une paroi antérieure qui est une paroi labiale, une paroi supérieure constituée par le palais dur et postérieurement le palais mou. La paroi postérieure, elle est représentée par l'équane, qui est la voie de communication entre la cavité orale et l'oropharynx. La paroi inférieure, qui est le plancher oral. Commençons par la paroi antérieure. On rappelle que la définition très pertinente mais peu romantique de l'orifice oral, donnée par Coulis, c'est un sphincter digestif à fonction mimique intégrée. L'examen clinique exobuccal des patients est une étape essentielle dans l'acquisition d'informations permettant d'établir un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on peut détecter sur un examen clinique? Tout d'abord, le seuil narinaire. Le seuil narinaire, il délimite en haut la lèvre supérieure, il marque la frontière avec la sous-cloison nasale. Latéralement, on voit le sillon nasolabial qui délimite les lèvres des joues. En bas, le bord libre, il est constitué par la lèvre rouge qui correspond au versant muqueux de la lèvre. Le terme de lèvre rouge est dû à la transparence de la muqueuse qui, non kératinisée, elle est de type 1. Juste au-dessus du bord libre, la ligne de jonction cutanéo-muqueuse qui sépare la partie cutanée de la lèvre, ou dite aussi la lèvre blanche, de la lèvre rouge. Cette ligne plus ou moins proéminente désigne le fameux arc de Cupidon, dont le V central est situé sous le philtrum. C'est une gouttière verticale qui témoigne de l'organogenèse de la lèvre supérieure. Pour la lèvre inférieure, elle est séparée du menton par le sillon labio-mentonnier. Celui-ci est plus ou moins marqué selon l'importance du menton, osseux, et on parle de prognathe mandibulaire, ou cutané, épaisseur des tissus mous du menton. Les lèvres blanches et rouges sont séparées par la ligne de jonction cutanéo-muqueuse qui décrit une courbure à concavité supérieure. Pour les commissures, la commissure labiale est une zone fragile. Le simple fait de tracter la commissure avec un miroir ou un écarteur lors de soins dentaires prolongés suffit à déclencher une perlèche. Sur le plan musculaire, de quoi sont formées les lèvres? Ils sont formés en majorité par le muscle orbiculaire des lèvres. Donc ce muscle-là, il est innervé par le rameau labial supérieur et le rameau labial inférieur qui sont des branches de l'artère faciale. Pour l'innervation, la lèvre supérieure, elle est sous la dépendance du nerf infraorbitaire, plus précisément c'est le rameau labial supérieur. Pour les lèvres inférieures, elles sont innervées par le rameau labial du nerf mentonnier, branche du nerf alvéolaire inférieur. La paroi supérieure de la cavité orale, elle est formée par le palais dur et le palais mou postérieurement. Sur le plan osseux, elle est constituée par, en avant, le processus palatin de l'os maxillaire au niveau de ses deux tiers antérieurs, en arrière par la lame horizontale du palatin. Le processus palatin et la lame horizontale sont réunis par des sutures. La suture palatine médiane apparaît au fond d'un sillon bordé par deux bourrelets sur son versant oral. La suture palatine transverse qui unit les processus palatins du maxillaire aux lames horizontales du palatin et perpendiculaire à la précédente. Donc, les foramènes du palais dur sont au nombre de 3. Le foramen incisif, qui est impair et médian, situé en arrière des incisives antérieures, maxillaires. 2 canaux parallèles qui marquent les 2 sillons de l'artère grande palatine. Les foramènes grand palatin, situés en moyenne 5 mm en avant du bord postérieur du palais dur, en regard de l'espace entre la deuxième et la troisième molaire supérieure. Sur une coupe sagittale passant par le palais osseux, on voit très bien le palais osseux avec le canal incisif, la suture transverse, la lame horizontale du palatin, la musculature, plus précisément, il s'agit du muscle tenseur du voile du palais en coupe sagittale, l'aponévrose palatine renforcée par une masse graisseuse.
Donc, le palais osseux, il est recouvert par une fibromuqueuse qui est assez adhérente. Il s'agit d'une muqueuse de type masticatoire, orthokératinisée, très voisine histologiquement de la gencive adhérente qui est parakératinisée. Du fait de cette analogie structurale, il n'existe pas de jonction muco-gingivale visible du côté palatin. Par opposition, du côté vestibulaire, l'épaisseur et la composition de la fibromuqueuse sont variables selon les zones. Elle est très fine et dense en fibres dans la partie antérieure ainsi que dans la partie médiane du palais dur, formant un bandeau très adhérent qui borde les collets et recouvre la suture palatine médiane. Par contre, la muqueuse est plus épaisse dans le secteur molaire au niveau des zones de Schroeder, en raison de la présence de tissus glandulaires et graisseux qui recouvrent le pédicule vasculo-nerveux grand palatin. Dans ces zones, la muqueuse est plus dépressive, mais elle reste attachée à l'os sous-jacent par des fibres collagéniques plus longues qui en serrent des éléments glandulaires et graisseux. La muqueuse palatine présente des reliefs caractéristiques. La papille incisive recouvre le foramen incisif. Les plis palatins transverses situés latéralement et en arrière de la papille incisive. Le décollement de la muqueuse palatine fait partie de plusieurs protocoles chirurgicaux et nécessite certaines précautions. Passons maintenant à la paroi latérale de la cavité orale qui est la région buccale. Cette région elle est limitée en avant par le sillon nasogénien, le sillon nasolabial et le point et la ligne qui relie la commissure au bord basilaire. Postérieurement par le bord antérieur du masséter et en bas par le bord basilaire de la mandibule. La paroi postérieure elle est formée par un étage inférieur mandibulaire qui est constitué d'une lame qui va relier le buccinateur au bord antérieur de la mandibule, empêchant toute communication entre la région buccale et la fosse infratemporale. Un étage supérieur maxillaire qui communique très largement avec la fosse infratemporale. Le buccinateur bordant étroitement la tuberosité du maxillaire, cet aspect est occupé par le corps adipeux de la joue. La paroi médiale, c'est une de la région buccale, c'est une paroi musculaire. Elle est formée par le buccinateur, formée aussi par un segment du maxillaire, c'est la paroi postérolatérale du maxillaire, là où on trouve le foramen infraorbitaire, et par la partie postérolatérale du corps de la mandibule, là où on trouve le foramen mentonnier. La paroi latérale, c'est une paroi superficielle, cutanée et adipeuse. Le plancher oral, il est divisé en deux par rapport au muscle mylohyoïdien, un étage supramylohyoïdien et un étage inframylohyoïdien. L'étage supramylohyoïdien, il est centré par la langue et latéralement par la région sublinguale. L'étage inframylohyoïdien, il est centré par la région submentale et latéralement par la région submandibulaire. L'étage inframylohyoïdien, il est centré par la région submentale. La région submentale, elle est limitée en avant par le bord inférieur du menton, en bas et en arrière par l'os hyoïde, latéralement par les ventres antérieurs du digastrique, en haut par le muscle mylohyoïdien, en bas par le plan cutané. Le contenu de la superficie vers la profondeur, le plan cutané et le panicule adipeux, la lame superficielle du fascia cervical. On trouve les nœuds lymphatiques du lymphocentre submental, la terminaison ou l'origine des vaisseaux submentaux. Le plan profond est représenté par le muscle mylohyoïdien qui, à ce niveau, est quasi horizontal. Passons maintenant à l'étage supramylohyoïdien. L'étage supramylohyoïdien, il est formé latéralement par la région sublinguale et au centre par la langue, qui n'est pas représentée ici. La région sublinguale, elle est située dans la cavité orale au-dessus du muscle mylohyoïdien, entre le corps de la mandibule et la langue. Ses limites, elle présente une paroi médiale qui est représentée par la face latérale de la langue, une paroi supérieure
qui est muqueuse et qui est la voie d'abord chirurgicale de cette région, et une paroi latérale. La paroi latérale, elle est ici. La paroi latérale, elle est représentée antérieurement par la face médiale de l'étage supramyloïdien du corps de l'os mylique. Cette face, elle est creusée par la fosse sublinguale. Elle présente à décrire antérieurement les épines mentonnières supérieures, lieu d'insertion du muscle génioglosse, et les épines mentonnières inférieures, lieu d'insertion du muscle génio-hyoïdien. Postérieurement, la face médiale du muscle mylohyoïdien qui est oblique postérieurement à ce niveau. Le complexe salivaire sublingual, il est formé par la glande sublinguale proprement dite et la glande sublinguale accessoire, qui sont des amas glandulaires situés au-dessus de la glande sublinguale principale ou interposés entre le prolongement antérieur de la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Le conduit sublingual s'ouvre soit directement au niveau du caroncule sublingual ou se termine dans le conduit submandibulaire qui va s'ouvrir par un ostium submandibulaire. La région submandibulaire, elle présente à décrire une paroi supérolatérale, une paroi inférolatérale qui est cutanée et représente la voie d'abord chirurgicale de cette région. La paroi supérolatérale, elle est formée par la partie inframylohyoïdienne de la face médiale du corps de la mandibule, qui présente dans le secteur molaire une forte concavité. C'est la fosse submandibulaire. En arrière, c'est la face médiale du muscle ptérygoïdien médial. Rappelons que la face inférolatérale est une face qui est cutanée, c'est la voie d'abord chirurgicale de la région submandibulaire. La paroi médiale, elle est divisée en deux par rapport à l'os hyoïde. Un étage infrahyoïdien, là où on trouve le muscle thyroïdien et homohyoïdien, et un étage suprahyoïdien qui est formé par le constructeur moyen du pharynx et le muscle hyoglosse. Les deux vont délimiter le défilé interne. Donc le défilé interne, c'est un espace triangulaire virtuel, délimité latéralement par le muscle hyoglosse et médialement par le constructeur moyen du pharynx, là où passe l'artère linguale et la veine linguale profonde. On a aussi un espace qui est le défilé externe, délimité latéralement par le muscle mylohyoïdien latéralement et par le muscle hyoglosse. Le contenu vasculo-nerveux, donc le nerf lingual, il va passer dans la région sublinguale et en contournant le conduit antérieur, le conduit submandibulaire provenant du prolongement antérieur de la glande submandibulaire, il va donner le rameau sublingual destiné à l'énervation viscéromotrice de la glande sublinguale. L'artère linguale qui se trouve dans le défilé interne, elle va donner au niveau de la région sublinguale l'artère sublinguale et l'artère du frein lingual. On a aussi la veine du frein lingual et la veine sublinguale. La région linguale, elle est représentée essentiellement par la langue. Il s'agit d'une masse irrégulièrement ovalaire à grosse extrémité postérieure. La langue présente une base fixée en arrière au plancher oral et à la mandibule et à la sinusite, et une partie antérieure qui est libre et mobile. Pour la configuration externe de la langue présente une face dorsale, une face ventrale, deux bords et une extrémité. Les deux tiers antérieurs de cette face, appelée la partie orale de la langue, sont parcourus sagittalement par le sillon médian qui se termine par le foramen cecum. Le foramen cecum, il centre ce qu'on appelle le V lingual qui est formé par les papilles caliciformes. Les papilles filiformes, les papilles fongiformes et foliacées sont éparpillées au niveau des bords de la face dorsale de la langue et au niveau de sa partie antérieure. La vascularisation de la langue,
Elle est assurée par l'artère linguale qui va donner l'artère supraïdienne et l'artère dorsale de la langue, l'artère linguale profonde et l'artère sublinguale. Le drainage veineux se fait par des veines satellites aux artères pour rejoindre le tronc thyrolingo-facial qui se jette dans la veine jugulaire interne. L'innervation motrice, elle est assurée par le nerf hypoglosse. L'innervation sensitive générale, elle est assurée par le nerf lingual pour les 2 tiers antérieurs de la langue, alors que le tiers postérieur, il est innervé par le nerf vague et le glossopharyngien. L'innervation sensorielle, elle est sous la dépendance du nerf lingual, plus précisément, c'est le nerf intermédiaire, et le tiers postérieur par le vague et le glossopharyngien.